Les procès du siècle. Une série de rencontres imaginées et produites par le MUSEM. Saison 3. Lutte en partage. Réunissant témoins, spécialistes et pièces à conviction, les procès du siècle appellent à la barre les forces qui mettent en tension nos sociétés contemporaines et ouvrent un espace d'échange citoyen. Cette troisième saison convoque les luttes pour les droits humains et pour les droits de la Terre. Elle explore les causes à défendre pour mieux vivre ensemble et mieux habiter notre planète. On vit en société. Donc à partir de ce moment-là, l'intime est politique. Les procès du siècle, saison 3. Lutte en partage. 16 épisodes enregistrés en public dans l'auditorium du MUSEM de novembre 2023 à mars 2024. Épisode 2. T'es jeune et tu crises. Avec Salomé Saké, David Assouline et Thomas Legrand à la modération. Bonsoir à tous. Merci d'être là, si nombreux. T'es jeune et tu crises. C'est le titre de nos débats aujourd'hui et je vous présente les deux grands témoins de ce procès. D'abord Salomé Saké, journaliste et essayiste, qui a publié chez Payot cet essai remarqué qui s'appelle « Sois jeune et tais-toi ». Alors « Sois jeune et tais-toi », c'était le titre, c'était une affiche de mai 68. David Assouline, ancien sénateur, il n'est plus sénateur depuis un mois. Il a été notamment rapporteur d'une commission d'enquête sur la question de la concentration des médias, qui a fait beaucoup parler d'elle et qui aura des conséquences, j'ose l'espérer. Et surtout, David Assouline a été l'une des figures du mouvement de 86, un mouvement étudiant et lycéen important et qui a connu à mort Malik Osekine, on en reparlera. On va commencer ces débats par vous présenter une pièce à conviction que nous a apportée Salomé pour lancer le débat. Et Salomé Saké, vous nous commenterez et vous nous donnerez les raisons de cette pièce à conviction. C'est sous forme d'une petite vidéo que je vous propose de regarder maintenant. Extrait d'archives, discussion entre François Mitterrand et Daniel Balavoine sur le plateau d'Antenne 2, le 19 mars 1980. Voilà, alors c'est une scène connue qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux. Et ça date d'un tout petit peu avant l'élection de François Mitterrand. Là, François Mitterrand n'était pas encore président de la République. Pourquoi vous avez choisi cette séquence, Salomé Saké ? Eh bien déjà parce que j'adore cette séquence. Je l'ai vue à de nombreuses reprises bien avant d'écrire le livre. Je trouve que c'est un grand moment de télévision et il faut vraiment imaginer ce que ça veut dire en 1980 de faire ça à la télévision. On n'est pas à l'heure des chaînes d'information en continu où il y a régulièrement des polémiques, des coups de gueule. C'est extrêmement rare d'avoir un moment de tension à ce point. Et vous me le disiez, David Assouline, on en parlait juste avant dans les coulisses, c'est rare déjà d'avoir même des jeunes à la télévision. Et en fait, c'est une bombe, cette séquence. Il est quand même face à un futur président. Et ce qu'il décrit, c'est pas tant la politique que le manque d'écoute des jeunes. C'est qu'on ne connaît pas les jeunes, on ne comprend pas les jeunes, on ne veut pas les comprendre et ils ne sont pas représentés et finalement on ne parle pas de ce qui les intéresse. Et ce que je trouve incroyable, c'est que cette séquence a donc 43 ans et aujourd'hui encore, ce sont des reproches qu'on fait aux chaînes d'information. Aujourd'hui encore, c'est un sentiment qui est partagé par beaucoup de jeunes et c'est pour ça que cette séquence ressort. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se disent mais c'est exactement comme ça qu'on se sent sur les plateaux de télévision, même si encore une fois à l'époque, c'était quand même un petit peu plus marqué. On le voit, il y a vraiment que des hommes blancs d'un certain âge en plateau. Aujourd'hui, il y a un poil plus de diversité. Mais quand même, moi, je trouve que c'est un phénomène qui a encore lieu et qu'on doit encore dénoncer, ou en tout cas, on doit essayer de rétablir ce dialogue, essayer de faire entendre au mieux les enjeux qui concernent la jeunesse. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Voilà, et c'était une époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux, où il y avait 2 ou 3 chaînes de télévision. Et malgré les réseaux sociaux, malgré la multiplication des chaînes de télévision, vous trouvez qu'il n'y a toujours pas cette parole de la jeunesse ne peut pas être entendue ? Je crois qu'il y a une fracture en réalité dans la manière dont la jeunesse peut s'exprimer. Aujourd'hui, les jeunes ont beaucoup plus de canaux pour s'exprimer que ne le pouvaient peut-être nos parents, nos grands-parents, parce qu'il y a les réseaux sociaux. Donc les jeunes s'expriment, mais est-ce qu'ils sont entendus ? Je pense que là, c'est une toute autre affaire. Et quand on regarde aujourd'hui nombre de journaux télévisés, quand on regarde ce qui se passe sur les médias consommés par des personnes plus âgées, puisqu'on le rappelle, la télévision est quand même principalement en France regardée par des personnes de plus de 60 ans, eh bien, on voit que les thématiques qui concernent la jeunesse ne sont soit pas traitées, soit pas bien traitées. Et un des grands exemples que je prends dans le livre, c'est le traitement médiatique de la pandémie, notamment sur les chaînes d'information en continu, et pas que, où on a eu, ça c'est vraiment à l'image pour moi de la problématique, où on a eu
pléthore d'articles, de reportages qui nous montraient ces jeunes qui ne respectaient pas les règles, ces jeunes qui feraient la fête, ces jeunes qui seraient inconscients, qui mettraient le pays en danger. Et on a attendu longtemps. On a fini par en avoir, mais on a attendu longtemps avant d'avoir des reportages sur la précarité, sur les problèmes de santé mentale, sur tous les jeunes aussi qui avaient respecté les règles, toutes les problématiques qui concernaient les universités. Il y a vraiment eu une inégalité de traitement qu'on a retrouvé particulièrement pendant la pandémie, mais qu'on retrouve, encore une fois, dans de très nombreux épisodes où on a une méconnaissance et une incapacité à traiter avec de la nuance aussi ce que vivent les jeunes. En témoignent, je terminerai avec ça, tous les titres qui nous parlent de génération climat, génération narcissique, mettant tous les jeunes dans le même sac, alors que la caractéristique première de la jeunesse, c'est qu'elle est diverse, c'est qu'elle est plurielle, et donc je pense qu'on manque encore de temps d'antenne, et on manque encore de temps politique aussi. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez choisi une séquence justement qui ne montre pas une différence. Vous n'êtes pas ici en tant que journaliste jeune qui plaide pour qu'on écoute la jeunesse, en train de nous dire, regardez, avant c'était mieux ou avant c'était pire. Finalement, il y a une sorte de constance. David Assouline, quand on parlait de cette séquence tout à l'heure en préparant ce débat, et vous me disiez que la France, finalement, il y avait une constance en France, c'était qu'elle avait peur de sa jeunesse ou qu'elle ne respectait pas sa jeunesse comme nos voisins, par exemple. Oui, bonjour. Oui, c'est-à-dire on va probablement dans la soirée voir les différences entre... on va revenir à l'époque, on va atterrir à notre époque bientôt. Voilà, quand j'étais jeune et maintenant. Il y a bien entendu des différences importantes, notamment dans les motivations de l'engagement. À mon époque, avant ce formidable mouvement dont on parlera, dont j'ai été le porte-parole. C'est votre pièce à conviction, elle vient bientôt. Voilà, qui a mis 1 million de jeunes dans la rue, etc. Et que c'était un mouvement qui a marqué ceux qui l'ont fait. En tous les cas, on en parle encore aujourd'hui pour ceux qui ont participé. C'était vraiment un moment important. 2 semaines avant, un édito du Monde parlait de la BOF génération et de la génération tapis. Alors, à Marseille, je sais qu'il a laissé une bonne image, mais dans les années 80, c'était l'individualisme, réussite économique au mépris des solidarités, des fraternités, et donc une rupture par rapport à la génération de 68. Et d'un coup, il y avait ce mouvement qui est venu casser ce sur quoi glosaient les éditorialistes depuis plusieurs années, parce qu'on a vu l'inverse. On va passer à la première pièce conviction de David Assouline. Donc cette vidéo parle de 1986, le mouvement de décembre 86, dont David Assouline, vous allez reconnaître sur les images, il avait les cheveux un petit peu moins gris, était l'une des figures. Extrait d'archives. Interview de David Assouline dans l'émission Apostrophe, suite au décès de Malik Oussekine, le 19 février 1988. David Assouline. C'est un jeune qui a été tué par des policiers. Ça peut continuer avec les mêmes difficultés. Alors, pas complètement, parce qu'à l'époque, c'était inconcevable que des policiers puissent être même poursuivis. Ils l'ont été, mais ils n'ont pas fait une seule journée en prison, puisqu'ils sont arrivés libres et qu'ils ont pris du sursis. Donc, ils sont ressortis libres. Mais c'était déjà vécu comme une victoire incroyable, le fait qu'ils puissent y avoir eu une condamnation à ce moment-là. Et nous... tous confondus, on n'était pas dans des débats, est-ce que c'est systémique ou pas systémique, mais on n'avait pas de problème à tous dire ce sont des violences policières et que justement parce qu'il y a ce niveau de responsabilité d'un organe fondamental de la République, la sécurité des citoyens, il fallait un niveau d'exigence sur et l'éthique de son action et les méthodes de sa répression. Et voilà, donc on avait pensé que ça serait derrière nous, et même on disait qu'il y avait une jurisprudence Malik Oussekine, c'est-à-dire qu'il y avait une attention très particulière depuis à ne pas faire n'importe quoi quand il y a des jeunes qui manifestent ou quand il y a des manifestations, qu'il fallait, donc les forces de l'ordre étaient tenues par cela, et que ce verrou a sauté parce qu'on voit aujourd'hui que c'est plus le cas. Je vais vous demander, Salomé Saké, comment vous voyez cette époque-là et 86. Après, on passera à aujourd'hui. Mais je voudrais juste faire remarquer quelque chose. En 68, il y avait des slogans très révolutionnaires. Il y avait des débats entre les maoïstes, les trotskistes, et ils voulaient des révolutions guévariennes ou maoïstes. Enfin, on pouvait dire que c'était quand même un peu perché. On peut le dire maintenant, quelques décennies après, même s'ils étaient très sympathiques et qu'ils ont réussi à débloquer la société, c'était complètement perché. 86, il n'y avait pas
cette désespérance qu'il y a aujourd'hui parce qu'on n'imaginait pas encore le réchauffement climatique, on n'en parlait pas encore, mais c'était quand même, sinon désidéologisé, c'était presque réformiste. On demandait simplement, je dis on parce que j'ai à peu près le même âge que David et j'étais aussi dans la rue, je trouve qu'il y a presque plus de ressemblance, c'est peut-être parce que je veux pas vieillir, mais presque plus de ressemblance entre ce qui se disait en 86 et ce qui se dit maintenant que 68 et 86. Voilà, c'était une petite incise personnelle. Je vois à la moue de David qu'il n'est pas tout à fait d'accord, mais c'est Salomé qui a la parole. C'est vrai que ça m'inspire beaucoup de choses, cet extrait. Déjà, je trouve ça très frappant. À chaque fois, quand je revois des archives, et là, je ne parle pas du tout de votre cas, je le précise, mais on voit des personnes qui ont été, quand ils étaient jeunes, révoltés, qui se sont dressés contre le système qui opprimait les jeunes, qui n'écoutait pas les jeunes, eux-mêmes, des décennies plus tard, se retrouver en figure de proue de mouvements ou de paroles médiatiques qui visent à décrédibiliser les jeunes, à blâmer les jeunes, avec une virulence quand même parfois très très importante. On a vu sur Greta Thunberg, par exemple, ce qui se dit sur Greta Thunberg est hallucinant. Mais c'est complètement incroyable. Je pense à notamment un journaliste qui s'appelle Brice Couturier, qui a écrit un livre qui s'appelle OK Millennials, et c'est dans ce livre, vraiment, il passe des centaines de pages à expliquer que les nouvelles générations, vraiment, sont moins bien que les générations d'avant, avec un argumentaire, somme toute, très très discutable, parfois même très éloigné des faits. Et je trouve ça incroyable de se dire que ces mêmes personnes, parfois, ont lutté en leur temps, avec tant de vigueur, pour justement gommer ces inégalités ou ce mépris qu'ils pouvaient recevoir des générations précédentes. Ensuite, sur l'affaire Malik Oussekine, alors, bien sûr, il n'y a peut-être pas eu une condamnation des policiers en question, mais quand même, ça a suscité, à un moment où on a eu accès à cette information et où, de ce que je connais de cette époque, encore une fois, je ne l'ai pas vécu, mais on n'avait pas le même accès à l'information. Tant qu'une affaire de violence policière comme ça n'était pas médiatisée, c'était compliqué pour le grand public d'y avoir accès. Aujourd'hui, on a tous accès aux images de violences policières. On est tous au courant de ce qui se passe, à des degrés quand même très très importants. Il y a eu l'affaire Nahel, quand même, évidemment, qui fait écho à ces extraits. Et moi, je ne trouve pas que la réponse politique soit aussi importante qu'à l'époque, où là, quand même, on retire la loi, où on reconnaît ce qui s'est passé. Même la réponse de la population. La réponse sociale. Il y a eu une manifestation monstre après, avec les fameux casques blancs, après Malik Oussekine. Donc, il y a eu une prise. À l'époque, il y a eu vraiment quelque chose de l'ordre de l'insupportable pour une partie de la société qui ne s'est pas retrouvée aujourd'hui. Et j'ai l'impression, en tout cas, qu'on a une accoutumance aux violences policières qui touchent quand même beaucoup les jeunes. Et j'essaie d'en parler dans le livre. Et c'était avant le décès de Nahel, où déjà, il y a eu des études de sociologues, notamment, je vous invite vraiment à aller voir les travaux du sociologue Sébastien Rocher, qui a étudier le lien entre la police et les jeunes et qui montre à quel point l'augmentation des violences policières en France a des répercussions majeures sur la perception qu'ont les jeunes de la démocratie, de la République, de la politique, et à quel point ça continue à être affecté. Et je trouve qu'aujourd'hui, on continue, encore une fois, à stigmatiser les jeunes, à se dire mais c'est vraiment soit c'est des petits cons qui comprennent rien ou ils sont idéalistes, soit ils sont dangereux. Et là, je pourrais parler pendant des heures du traitement médiatique qu'il y a eu des émeutes de banlieue récemment, suite justement au décès de Nahel, où à chaque fois on met encore une fois tous ces jeunes dans ce même panier et à dire voilà, ils sont dangereux, ils veulent le désordre, ils n'ont pas de message politique. Et ensuite sur la fameuse politisation des jeunes, c'est-à-dire pourquoi les jeunes se battent. Déjà, je voudrais vraiment revenir sur une idée reçue comme quoi les jeunes d'aujourd'hui seraient moins politisés que les jeunes d'hier. Alors, est-ce qu'ils étaient politisés comme 68 ou 86 ? Je ne sais pas. En tout cas, clairement, ils ne sont pas encartés. La plupart d'entre eux, je pense, vos amis, ne sont pas dans des partis politiques. Il y en a un peu, mais ça représente une minorité de jeunes. Par contre, ça ne veut pas dire que les jeunes ne se sentent pas concernés par la chose politique, par le commun, par leur avenir, par les grandes décisions de société. Ça peut être les questions internationales, ça peut être les questions écologiques, ça peut être beaucoup de sujets où simplement ils ont une approche différente de cette chose politique-là, qui ne passe pas effectivement par les partis politiques. Et pour ça, je pense que premièrement, on peut pointer du doigt le fait, là encore, ça a été étudié par les sociologues, le fait que les politiques ont déçu et qu'on ne croit plus au système politique de manière générale. Et ça, c'est transgénérationnel. Simplement, comme les jeunes ont toujours moins voté, ont toujours été moins politisés, forcément, ça se ressent. Mais encore une fois, c'est un phénomène global. De moins en moins de gens croient en ce système politique. De moins en moins de personnes vont voter à chaque scrutin. Et donc, forcément, ça se ressent particulièrement
chez les jeunes. Et ensuite, les jeunes, je le disais, sont particulièrement maltraités dans ce système politique. Ils n'y croient pas, on ne leur parle pas, ça fait des décennies que ça dure. Leurs propres parents, parfois, sont eux-mêmes dégoûtés de la politique et donc n'ont plus envie d'adhérer à ça. Et donc, ils ont tout simplement d'autres modes de politisation qui passent par l'associatif, par les réseaux sociaux, parce que la politiste Sarah Picard appellerait la do-it-yourself politics, c'est-à-dire que je suis prêt à m'engager, mais très concrètement, là maintenant, sur un temps court, mais très intensément pour voir les répercussions de ce que je vais faire. Et beaucoup de jeunes ont l'impression qu'ils sont plus efficaces en allant manifester, en s'engageant sur les réseaux sociaux, je le disais, en faisant de l'association, en faisant du boycott, qu'en s'engageant dans un parti politique. Et enfin, dernier élément, on se politisait aussi beaucoup à une certaine époque via les syndicats qui se sont complètement délités. Quand on est livreur Deliveroo, on n'a pas de syndicat des livreurs Deliveroo avec les anciens des livreurs Deliveroo pour se mobiliser et défendre ses droits. Ça ne veut pas dire que les jeunes d'aujourd'hui sont moins politisés ou qu'ils se battraient moins pour un idéal commun. Simplement, ils ne le font pas de la même manière. Et je pense qu'aujourd'hui, avec notamment les mouvements écolos, on assiste vraiment à une renaissance de ces partis. Et dernière chose, ce qu'on ne précise pas quand on parle de mai 68, de 86, à l'époque, ce n'étaient pas tous les jeunes qui étaient engagés. Il y avait plein de jeunes qui peut-être étaient très d'accord avec la loi de Vaquet. Il y avait des jeunes qui étaient conservateurs. Il y avait des jeunes qui étaient apolitiques. Et en mai 68, c'est pas un mouvement. C'est le cas aussi aujourd'hui. Et c'est exactement le cas aujourd'hui aussi. Et souvent, je dis ça parce que souvent, c'est ce qu'on dit. Oui, mais moi, mon petit neveu, il est sur son portable toute la journée. Il se moque complètement. Oui, il y a plein de jeunes aujourd'hui qui se mobilisent pas. On va parler du portable et du numérique. D'ailleurs, il y a un chapitre dans votre livre qui s'appelle Internet, piège et refuge d'une génération. Mais on est arrivé à un niveau de la discussion où il faut appeler à la barre le témoin numéro 1. Bonsoir, je m'appelle Anne, donc je ne suis pas jeune, mais j'ai participé samedi à la commission d'enquête. Lors de cette journée, nous avons mené une enquête auprès du public du MUSEM. Voilà comment Lucie, 25 ans, a réagi à la question « T'es jeune ou tu crises ?» Eh bien, c'est normal que je crise, non ? Moi, je suis née en 98. Je suis de la génération Z, la génération de celles et ceux qui sont venus au monde entre 95 et 2005. Une génération totalement numérique, agitant déjà un smartphone en guise de hocher. En 2008, j'ai 10 ans et je reçois mon premier smartphone. Je suis tellement heureuse, je suis fière, je me sens tellement grande et libre, alors qu'en fait, ce cadeau permet à mes parents de me suivre tout le temps, sur le chemin de l'école et dans tous mes trajets. Un peu plus tard, au collège, avec mes copines, on like, on cœur, on s'émoji, en permanence. Je me rends compte maintenant que c'est tout mon temps disponible que j'offrais par habitude et, disons-le, par addiction. J'ai 17 ans, je suis Charlie, et puis je deviens MeToo. Preuve que ce monde virtuel a quelque chose à faire avec le réel, avec une parole qui dénonce et qui peut agir. J'ai 20 ans. Je m'émerveille en découvrant Greta Thunberg. Quel courage, quel engagement! Mais je me rends compte aussi que la voix de Greta ne portera jamais assez haut pour arrêter le désastre climatique. Alors, pourquoi s'engager ? Et puis, j'ai peur. Je me souviens de ces images des lycéens forcés de rester à genoux, les mains derrière la tête. Moi, je suis déçue. Je ne crois plus du tout à la démocratie. Et surtout, je me sens totalement impuissante. À 22 ans, pandémie oblige, je suis confinée. Le portail de ma fac est fermé, ainsi que tout le reste. Je suis tellement anxieuse au présent et angoissée pour l'avenir que je finis par prendre des antidépresseurs. Bien sûr, je voudrais trouver d'autres voies vers l'espoir et guérir mon angoisse en agissant. Mais je ne sais pas quoi faire. Aujourd'hui, j'ai 25 ans. J'ai fini mes études, mais je ne trouve pas de travail avec mon master. Parce que presque tous les boulots pour jeunes sont proposés en stage ou en alternance. En fait, je me demande même à quoi ça m'a servi d'étudier. Aujourd'hui, j'aimerais bien rejoindre de nouvelles formes d'organisation politique, de nouveaux espaces démocratiques, loin du système électoral traditionnel, de nouvelles formes de vie plus écologiques, loin de la société de consommation, de Monsanto et de l'industrie agroalimentaire. Mais oui, j'ai peur. Je vois bien ce qui est arrivé au soulèvement de la Terre. Alors, comment faire ? Merci pour cette compilation de témoignages recueillis. Vous dites triste et désemparé, j'ai noté surtout beaucoup angoissé, peur. Et ce qui m'étonne, c'est
pas angoissé, peur. Évidemment, il y a l'environnement et il y a le réchauffement climatique. C'était dit à la fin. Mais angoissé, peur, par exemple, je veux pas manifester. Regardez ce qui arrive au soulèvement de la Terre. Les soulèvements de la Terre, finalement, ne sont pas dissous. Il y a quand même, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de déploratoire et de désespéré et une peur presque, alors je vais peut-être faire le vieux con, mais presque un peu surexposée, un peu. Si elle avait parlé du réchauffement climatique, je comprends, mais peur là de la vie démocratique, est-ce que c'est pas... Moi, je trouve qu'il y a toutes les raisons. Alors, à titre personnel, je trouve qu'il y a toutes les raisons d'avoir peur. Clairement, il y a beaucoup de jeunes, en tout cas que j'ai pu rencontrer, qui sont effrayés par le tournant autoritaire qu'on est en train de vivre. Je dis pas qu'on est actuellement dans un régime autoritaire, c'est pas le cas. Mais clairement, il y a des signes qui ne trompent pas. Et alors là, je sais même pas par où commencer, ne serait-ce que la liberté journalistique, ne serait-ce que toute la manière dont on est en train de gérer les manifestations. Moi, je peux vous le dire, je l'ai vu à mon échelle. Quand j'avais 15 ans, je manifestais contre la loi retraite sous Sarkozy avec une totale liberté, sans jamais être confronté à une police qui était violente, sans jamais même envisager que la police puisse être violente parce que j'exprime mes droits dans la rue, parce que mes parents m'avaient enseigné qu'on avait le droit d'aller manifester, même s'ils ne l'ont pas encouragé, mais que c'était quelque chose de normal. Et au fur et à mesure, ne serait-ce que dans ma courte existence, j'ai vu la dégradation des conditions d'exercice de ma citoyenneté et de manifestation. Et je peux vous dire, à titre personnel, que ça m'a fortement impactée. Déjà, j'avais un peu participé aux manifestations contre la loi travail, qui s'était durcie, où on commençait à avoir peur de la police, puis les gilets jaunes. Et là, j'ai été profondément choquée de voir une femme perdre un œil devant moi, en France, dans mon pays, que j'imaginais totalement démocratique, où on pouvait totalement s'exprimer sans jamais risquer de prendre un LBD au visage. Et ça attaque l'espoir qu'on a en l'avenir, l'espoir qu'on a démocratique. Et je prends mon cas personnel parce que je sais que c'est une grande désillusion pour beaucoup de jeunes qui ne sont pas forcément en manifestation, mais qui vont voir des séquences sur les réseaux sociaux, qui vont voir cette séquence de « ça, c'est une classe qui se tient sage », qui a fait le tour des réseaux sociaux, et qui se disent « mais qu'est-ce qui m'est réservé ? Quelle est la place qui m'est réservée ? Et je peux risquer physiquement quelque chose. » Ça, c'était, pour resituer, c'était pendant le mouvement des Gilets jaunes. Les jaunes et ce qui était énoncé dans le témoignage, cette classe qui était à genoux. Qui était agenouillée, mais symbole terrible, et surtout qui marque les esprits. Ensuite, sur toujours la question démocratique, il y a quelque chose qui a marqué particulièrement ma génération et les nouvelles générations, c'est la question terroriste. On a des générations qui ont été élevées avec cette idée que un terroriste peut débarquer sur notre territoire et tuer des centaines de personnes. Bien sûr, il y avait déjà du terrorisme dans les années 80, 90, c'est pas complètement nouveau. Par contre, de cette ampleur, c'est nouveau. Avec ce niveau de médiatisation, c'est nouveau. Avec le fait que ces jeunes aujourd'hui, qui sont adolescents, qui ont peut-être même 18, 20 ans, ont pour beaucoup eu des exercices dès l'école, des exercices attentats terroristes. Moi, je les ai même pas vus. C'est vraiment les générations qui arrivent. Ça change le rapport à la capacité qu'a l'État à vous protéger, qu'a l'école à vous protéger. Donc forcément, ça crée de l'insécurité. Ce à quoi on pourrait rajouter, et ça a été évoqué dans ce témoignage, c'est cette insécurité de l'emploi, insécurité des études, incertitude sur le futur de manière générale à cause du réchauffement climatique, et ces tensions politiques, ces tensions internationales, la guerre en Europe, on est une des premières générations encore vivantes à le vivre. Tout ça crée un sentiment d'angoisse qui est diffus, qui est profond, que j'ai vraiment essayé de décrire dans le livre, et je crois que c'est le point principal de ce livre, c'est de dire que beaucoup de jeunes sont angoissés, à raison, qu'ils expriment cette angoisse, qu'on la retrouve dans le nombre de consultations en psychiatrie, qu'on le retrouve dans la consommation d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, et qu'on continue à dire aux jeunes « non mais vous en faites un peu trop ». David Assouline. Oui, mais... Moi, je pense qu'il y a toutes les raisons pour la jeunesse aujourd'hui d'être inquiète, pour une chose fondamentale, qui est très présente dans votre engagement, finalement, y compris journalistique. Moi, les années 80, c'est quelque chose de plus prosaïque, mais de très... avec une charge de contestation gigantesque, parce que c'était une espèce de révolte naïve que le triptyque liberté, égalité, fraternité ne s'appliquait pas dans la vie quotidienne. Et donc, c'était prendre les valeurs de la société, pas les contester, pour dire, mais... Appliquez-les. Il faut appliquer.
Mais vous voyez bien qu'on ne peut pas considérer à chaque fois que ça nous arrive qu'à nous et que c'est pire. C'est pas pire du tout. La preuve, c'est l'extrait que j'ai montré. Vous savez ce qui s'est passé en 86 ? Ils ont tiré à tir tendu sur une foule de centaines de milliers de personnes. Il y a Malik Oussekine qui est mort, mais il y a eu un autre jeune de Brest qui avait été éborgné déjà, et j'en parle, des dizaines, et vous avez vu le niveau. Bon, donc, ça existait, hein, et ça existait ensuite. Il y a des raisons légitimes aujourd'hui, comme hier, de contester tout ce qui ne va pas en termes d'oppression, de liberté, d'égalité, de démocratie. Bon, peut-être, David, que pour la première fois, on a le sentiment, même si je pense aussi qu'il y a eu des progrès en termes de démocratie et en termes de transparence, mais pour la première fois depuis pas très longtemps, on a le sentiment que ça régresse. Oui, ça qui renverse la focale. Oui, je pense ça. Je pense qu'il y a une espèce d'illibéralisme qui est en contradiction avec tous les mouvements profonds, parce qu'on est au moment de MeToo, on est au moment de prise de conscience gigantesque qui change les rapports sociaux de façon anthropologique et pas seulement homéopathique. On est dans une mutation du rapport homme-femme, du rapport au genre, aux orientations sexuelles, etc. Tout ça change d'un point de vue très positif en profondeur. Vous avez parlé d'Internet. Tout le monde a tellement déçu, les médias, les politiques, etc., que les paroles qui viennent de là, même quand elles disent une réalité, sont écartées et on croit les émetteurs auxquels on croit. Ça veut dire qu'on n'a plus les bases pour regarder la réalité ensemble, en face, parce qu'avec les réseaux sociaux tels qu'ils fonctionnent, chacun est dans son couloir. Alors, et ça crée des communautés qui s'affrontent, y compris sur les réseaux sociaux, plus de base commune, mais qui n'ont pas du tout la même perception de la réalité. Chacun voit midi à sa montre, et il n'y a plus d'heures communes. Effectivement, il y a des jeunes qui croient aux vérités alternatives sur Internet, et c'est un phénomène qui grandit, et c'est un véritable problème, mais ça ne concerne pas que les jeunes. Mais c'est très important de le préciser, c'est que ceux qui ont été le plus réceptifs, notamment aux théories du complot, notamment pendant la pandémie, c'était des personnes d'un certain âge, notamment sur des groupes Facebook. Oui, qui décryptent moins d'ailleurs les fake news que les autres. Ce que je veux dire, c'est que les jeunes, effectivement, une partie des jeunes sont sensibles aux fake news, et en fait, ça concerne l'intégralité de la population, et ça, c'est un problème structurel d'économie des médias, d'accès aux réseaux sociaux, de la manière dont on a aussi conditionné notre addiction aux réseaux sociaux, aux algorithmes, et je ne crois pas que ce soit spécifique sur la jeunesse. Ensuite, pour revenir sur une espèce de gradation des souffrances que parfois on essaie d'établir, c'est-à-dire de faire cette comparaison. Est-ce que la situation était pire pour les jeunes d'hier que pour les jeunes d'aujourd'hui? Mais je pense que cette comparaison doit être établie sur certains aspects. Effectivement, je n'aurais pas du tout aimé être une femme dans les années 80. Et je suis ravie d'être dans les années 2020 en tant que femme et de pouvoir profiter des progrès sociaux et démocratiques qui ont été faits sur cette question. On pourrait dire la même chose en ce qui concerne d'autres luttes sociales, sur le racisme. Il y a des progrès qui ont été faits. Mais par contre, et c'est vraiment un point majeur, sur le plan économique, ma génération et les générations qui arrivent sont lésés, et c'est les chiffres qu'ils disent, et il n'y a aucun doute sur le sujet, ne serait-ce que par exemple en termes de qualité de l'emploi. En 1986, justement, 17% des emplois des jeunes étaient des emplois précaires, c'est-à-dire le CDD, l'intérim, tous ces emplois que vous connaissez probablement très bien si vous êtes jeune. Aujourd'hui, on est à 52%. Les premiers précaires en France, aujourd'hui, et ce n'était pas le cas il y a 50 ans, les premiers précaires en France, ce sont les jeunes. En France, aujourd'hui, les moins de 26 ans constituent la moitié des files alimentaire au Resto du Cœur. Et enfin, sur l'immobilier, et là on est vraiment, mais on est vraiment, on ne peut pas acquérir ou accéder à la propriété avec exactement le même statut social qu'à 40 ans. Et sur ça, il y a vraiment une inégalité générationnelle profonde, structurelle, qu'on n'arrive pas à aborder parce que c'est gênant, cette histoire d'inégalité générationnelle, ce qui nous rend, nous, plus dépendants de nos parents, de nos grands-parents, parce que c'est l'héritage qui va déterminer ce qu'on peut acquérir. Et ça, je terminerai avec ce chiffre du Conseil d'analyse économique qui nous explique que il y a, en 1970, dans les années 70, on avait 35% de ce qu'on possédait qui avait été hérité, c'est-à-dire que le reste était, entre guillemets, le fruit de notre travail. Aujourd'hui, on est au-delà de 60%, c'est-à-dire qu'on est dépendant, encore une fois, de si on vient d'une famille riche ou non. Et ça crée
un désespoir, une frustration chez une énorme partie des jeunes qui se sentent désemparés justement face à ce monde économique qui est de plus en plus violent, qui est de plus en plus maltraitant, qui est de plus en plus flexibilisé. Et les premiers exposés à cette pauvreté, c'est les jeunes, et on leur dit « Oui, mais moi, à ton âge, je me levais tôt, moi, je travaillais, mais ça a changé. » Et on rajoute là-dessus, et je termine avec ça, la crise écologique. C'est dans les premières lignes du rapport du GIEC, il souligne l'inégalité générationnelle face à ça. Une personne qui est née en 2020 va subir 7 fois plus de vagues de chaleur au cours de sa vie qu'une personne qui est née en 1960. Certes, on est tous dans le même bateau, mais pas de la même manière et pour pas aussi longtemps. Donc ceux qui vont payer le prix le plus fort, ce sont les jeunes. Donc bien sûr, encore une fois, il y a des souffrances qu'on ne vivra pas et qu'on ne vivra pas que vous avez vécues à votre époque, mais on est quand même, nous, je trouve, une génération sacrifiée sur plein d'aspects. Et c'est aussi quelque chose que dit un monsieur qui a plus de 80 ans aujourd'hui, qui est un journaliste économique qui s'appelle François Declosé, qui a écrit un livre qui s'appelle La parenthèse boomer. Et c'est pas moi qui le dis, c'est lui, où il établit toutes ces comparaisons économiques, où il dit vraiment, les jeunes ont de bonnes raisons de se plaindre aujourd'hui. Bien sûr. Bien sûr. La seule chose, je préviens parce que dans 20 ans, il y aura des jeunes qui parleront et qui auront ce même sentiment. Parce que génération sacrifiée, je l'ai entendu toute ma jeunesse. Parce qu'on a été sortis du plein emploi, du baby-boom, de cette société qui progressait, qui donnait du boulot à tout le monde. Et en 86, on est à l'époque charnière qui va donner une empreinte terrible aux années 90 et 2000-2010, où le problème, c'est pas la précarité, c'est qu'il n'y a plus d'emploi du tout. Les jeunes ne sont plus dans l'emploi. Aujourd'hui, il y a cette précarité. Je ne voulais pas qu'on rentre dans une... parce que ce que je voulais dire... Une compétition, parce qu'on va parler du sida et tout ça aussi. Non, mais bien sûr, il y avait la génération, c'était la génération sida, on disait, on ne peut même plus faire l'amour normalement. Enfin, à chaque fois, il y a ce sentiment d'une génération sacrifiée. Aujourd'hui, moi, je ne serai jamais quelqu'un qui dira... non, aujourd'hui tout va bien, vous n'avez pas à vous plaindre. C'est l'inverse. On va mais attention, il y a plein de choses qui reviennent et on croit qu'on le découvre. Et je pense qu'il y a des générations qui n'ont pas suffisamment transmis. Parce que dans les années 80, on disait aussi que les jeunes n'étaient pas dans les partis politiques. Ils en avaient marre. Et dans ce mouvement étudiant, on rejetait les partis politiques. Et les syndicats étudiants ont toujours été une infime minorité. Ils n'avaient pas plus de 40 000 adhérents alors qu'on était dans une société qui avait atteint 3 millions d'étudiants. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi remarquer que l'engagement politique physique, où on est dans des réunions, on se regarde dans les yeux, on essaye de se convaincre, on peut s'interrompre, ces moments de rencontre réels et pas virtuels sont essentiels. Ça ne veut pas dire que c'est moins humanisé parce qu'on est sur une plateforme. Non, ce qui est moins humanisé, c'est le fait qu'il y a moins de moments où on va être dans une salle comme ça, on va se parler. On peut essayer de se convaincre, oui. On va se parler, on va ressentir, je vais donner un argument, je vais voir dans la tête de l'autre s'il réagit. Et des liens secrets, ces liens sont des liens humains qu'il y a de moins en moins sur les réseaux sociaux dans le mode de communication. Mais on devra... J'appelle le deuxième témoin. Bonsoir, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les experts. Je m'appelle Alima et samedi, j'ai participé à la commission d'enquête. Ce soir, pour vous, je serai Sophia. J'ai 18 ans et ça n'a pas vraiment d'importance ce que je fais ni d'où je viens. Parce que ce soir, je ne viens pas me plaindre de ma situation personnelle en tant que jeune, mais ce que je voudrais dénoncer, c'est la rhétorique et la propagande de la crise. Je m'explique. Alors oui, bien sûr, nous, les jeunes, on est jeunes à un moment d'instabilité sans précédent. Nous, les jeunes, nous sommes confrontés à des crises en tout genre. Crise économique, crise géopolitique, sanitaire, crise numérique, crise sociale et du service public, et, la pire de toutes, la crise écologique. Mais vous aussi, génération antérieure, vous avez connu les crises, mai 68, choc pétrolier, chômage, guerre économique, attentats en tout genre, sida. Moi, personnellement, je n'aurais pas aimé débuter ma vie amoureuse en 1980. Le problème avec vous, les moins jeunes et les plus vieux, c'est cette propagande de la crise et ce langage de guerre qui nous angoisse et nous tétanise. Face à chacune des crises, vous pensez nous donner le mode d'emploi, mais vous ne faites rien, si ce n'est dire qu'on est en crise, ou pire, en guerre. En fait,
On est tous en crise. Et on voudrait juste que vous arrêtiez avec ce langage de la peur, notamment envers l'autre, quel qu'il soit. On ne dit pas que c'est de votre faute, qu'on soit clair. On dit seulement que vous n'êtes pas autant concernés par l'avenir. Et pourtant, c'est vous qui préconisez, c'est vous qui informez et c'est vous qui décidez. Vous ne pensez pas qu'il serait peut-être temps de nous laisser un peu d'espace médiatique, voire d'espace décisionnel, ou du moins reconnaître que la parole des jeunes est importante. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, personnellement, je reste optimiste. Malgré de terribles catastrophes, je pense que l'engagement des jeunes peut permettre de grands changements. Comme le dit Camille Etienne, nous sommes la première génération à vivre le réchauffement climatique et la dernière à pouvoir faire quelque chose. Alors, s'il vous plaît, travaillons tous ensemble dès à présent. Je vous remercie de votre attention. En ce qui concerne le réchauffement climatique et la crise écologique, c'est pas tant la crise écologique en tant que telle que l'inaction politique. C'est de se dire, mais les adultes au pouvoir, je dis politique, mais pas que, vraiment de manière générale, l'inertie sociétale face à ce danger-là, de se dire, mais les personnes qui sont au volant de la voiture sont en train de conduire à 130 dans un mur et nous on est coincés à l'arrière. Et ça, je pense que c'est plus représentatif de la pensée encore une fois, une grande partie des jeunes qui ne demandent qu'à ce que ce problème soit géré par d'autres personnes même qu'eux. C'est de se dire, bon, donnez-nous au moins une direction. Et aujourd'hui, ce qui provoque de la colère et ce qui provoque de la frustration, c'est d'avoir cette sensation que les plus âgés s'en moquent. C'est-à-dire que eux, ils ont déjà vécu, et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup entendu dans les interviews. Eux, ils ont déjà vécu, ils savent que de toute façon, ils ne vont pas prendre le réchauffement climatique au visage de la même manière que nous, et donc ils estiment que c'est à nous de se bouger. Et c'est là qu'encore une fois, les chiffres sont utiles. Quand on dit aux jeunes qui devraient se bouger, déjà, quand ils se bougent, c'est jamais de la bonne façon. On va dire ils sont communautaristes, justement, ou alors c'est pas efficace, ou alors c'est trop violent, ou alors c'est pas assez violent, ou alors les soulèvements de la terre, mais non, quand même, c'est pas très démocratique. Et en fait, on va toujours trouver politiquement, médiatiquement, des moyens de décrédibiliser, de stigmatiser, de montrer du doigt. On pourrait parler de tout le traitement qui a été fait des jeunes qui ont jeté un pauvre pot de peinture sur une vitre de tableau, ou de ces jeunes qui ont bloqué la route. Ou, en fait, ils essaient, eux, juste de pointer du doigt le problème, et on les stigmatise. Et ensuite, quand ils ne se mobilisent pas, on va dire, bon, bah voilà, de quoi vous venez vous plaindre. Et il faudrait quand même rappeler que quand bien même demain, tous les jeunes de France seraient politiquement structurés, écolos, auraient même un parti, ils se mettraient à voter de la même manière, ils ne pourraient pas contrebalancer le vote des plus âgés, puisqu'en France, les 18-29 ans sont 2 fois moins nombreux que les plus de 60 ans. Et on parlait tout à l'heure de l'orientation politique. Oui, il y a des jeunes d'une gauche extrêmement radicale, il y a des jeunes d'extrême droite qui sont de plus en plus nombreux, mais la première orientation politique des jeunes, en tout cas dans les urnes, ça reste tout de même l'écologie. Et on l'a vu aux dernières élections. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il y a une pensée structurée, mais quand même, c'est la première préoccupation sociétale des jeunes. Par contre, quand on regarde chez les plus de 60 ans, là, on est à droite. Et quand je dis la droite, en fait, peu importe que ce soit la droite, la gauche, l'appellation, mais ce sont des partis qui veulent conserver le système économique productiviste tel qu'il existe, qui compromet les conditions d'habitabilité de la planète. C'est de ça dont il est question. Et donc là, en fait, il y a cette tension générationnelle que j'ai essayé de nommer, en fait, dans ce livre, pour dire... Elle est problématique, elle crée de la peur, elle crée de l'angoisse et elle est dépassable. Et je suis convaincue qu'en allant expliquer justement à ceux des plus âgés qui sont les plus réfractaires ce que nous vivons, ce que nous risquons, qu'on peut obtenir cette union générationnelle dont on a besoin. Et à aucun moment, je crois qu'il faut donner les rênes de la société aux jeunes. Je ne pense pas que les jeunes sont plus à même de diriger que les autres. Simplement qu'il s'agirait de prendre en compte la préservation de leurs intérêts et qu'aujourd'hui, les intérêts qu'on préserve, ce sont les intérêts de personnes de plus de 60 ans. David Assouline, sur le témoignage que vous avez entendu. Moi, j'ai très confiance dans la jeunesse parce qu'elle est dos au mur, beaucoup plus que nous. Notre génération, on voulait améliorer la société, et on pensait qu'il fallait régler un certain nombre d'inégalités, de travers de cette société, que le triptyque de valeurs était le bon, liberté, égalité, fraternité, il fallait que ça rentre dans les faits. Là, il y a une génération qui pense qu'elle ne pourra pas vivre, en tous les cas se projeter, y compris avec ce qui est la base même de l'humanité, sa reproduction, et s'interroge sur est-ce qu'il
qu'il faut faire des enfants ou est-ce qu'il ne faut pas en faire parce que c'est un problème de mettre au monde des enfants qui peut-être vont vivre un cataclysme et quelque chose de mortel pour tout le monde. Donc, de là, il y a une radicalité aussi dans l'exigence des jeunes qui va vraiment au fond et à la racine des choses, plus qu'à la surface. Et j'ai confiance parce qu'il y a de ce fait beaucoup plus de liberté. Je sens, parce que moi, mes enfants ont votre âge, je parle avec eux, on s'engueule, mais je sais en tous les cas qu'ils sont dans leur tête plus libres que nous, on pouvait l'être. J'appelle Mireille Jacotin, conservatrice en chef du patrimoine, responsable du pôle vie publique au MUSEM et qui nous apporte les pièces à conviction. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, il me revient de vous présenter ce soir l'un des objets stars de la collection du MUSEM, un objet très régulièrement présenté en exposition. On pourrait penser qu'il s'agit d'un objet faisant partie de nos collections d'archéologie nationale. Un objet en pierre taillée, dans un beau granit, mais de forme quasi cubique, et qui porte un numéro d'inventaire inscrit discrètement sur un côté, en plus d'un code chiffré, tracé en noir, 25-05-68. Bref, un objet de rêve pour un archéologue, puisque l'objet aurait été daté par son utilisateur, ou son créateur, ou son propriétaire. Curieusement, ce pavé a malencontreusement brisé la vitrine d'un chapelier installé dans l'immeuble à l'angle du boulevard Saint-Germain et du boulevard Saint-Michel à Paris. Il aura raté sa cible, à moins que l'objectif du tireur était de faire clairement travailler un copain vitrier. Le chapelier, sain et sauf, conserva l'arme du crime, relique de cette journée fatale pour sa devanture, et marqua lui-même la date de l'entrée fracassante de ce pavé dans sa boutique. Et puis le lendemain, pas loin d'ailleurs, Cremonini, qui enseigne aux Beaux-Arts, a l'idée de créer une affiche rendant hommage aux lanceurs de pavés, ou du moins à la relation entre le pavé et la main, avec cette sérigraphie où les motifs de main et pavé sont réalisés par contact, par estampage, avec de la couleur violette. C'est délicat, n'est-ce pas ? C'est l'empreinte du temps. 1001 nuits pour le pavé, ça c'est un titre. Et n'en déplaise aux tenants de l'écriture non inclusive, le substantif « nuit » est bien accordé avec le dernier numératif, comme cela est l'usage. Et c'est bien ainsi que depuis la traduction des Nuits arabes éditée par Antoine Galland, entre 1704 et 1717, l'ouvrage était titré « Les 1001 nuits sans S ». La langue française peut apporter tellement de nuances quand on doit dire les choses, car on ne voit pas d'ici, depuis Marseille, les choses comme ailleurs. Et si nous devions choisir de citer Albert Camus, notre boussole en Méditerranée, je choisirais sa remarque de 1953. Sans la culture et la liberté relative qu'elle suppose, la société, même parfaite, n'est qu'une jungle. C'est pourquoi toute création authentique est un don à l'avenir. Je vous remercie pour votre attention. Merci Mireille Jacotin, conservatrice en chef du patrimoine. Merci Salomé Saké. Merci David Assouline. Cette séance a été enregistrée le 20 novembre 2023 avec la participation de Salomé Saké, David Assouline, Mireille Jacotin et Thomas Legrand à la modération. C'était le podcast Procès du siècle, lutte en partage. Une proposition conçue et mise en scène par le MUSEM. À la modération, Rokhaya Diallo, Nora Hamadi, Thomas Legrand et Paloma Moritz. En partenariat avec Libération, Simone et Ventilo. Réalisation, Copie Carbone. Rendez-vous sur le site du MUSEM pour plus d'informations sur la série et les pièces à conviction. Et retrouvez l'ensemble des épisodes de la saison sur votre application de podcast habituelle. Merci pour votre écoute et à très bientôt.